survole notre avant-goût de cette division en parlant des Raiders de Las Vegas. On est allé de plusieurs changements, là. Pas juste au niveau des joueurs, on est allé de changements à Évidemment. la position d'entraîneur-chef maintenant. Ben ouais, Pete Carroll est sorti de sa retraite qui a duré seulement un an pour revenir, ben pas revenir, mais pour arriver à la barre des Raiders. En fait, on va commencer tout en haut, Didier. On a embauché John Mhm. Spytek comme directeur général de la formation. C'est un gars qui était avec les Buccaneers de Tampa Bay, de qui on dit beaucoup de bien. Pete Carroll également aura 74 ans en septembre. C'est tout simplement incroyable. La longévité de Pete Carroll. Et on a embauché également Chip Kelly comme coordinateur offensif du côté des Raiders. On a vraiment un groupe d'entraîneurs. Je ne sais pas si on- c'est fascinant de voir. On est dans une ère ou dans une époque où la plupart des équipes optent pour la jeunesse, les descendants là, de l'ère des McVay et de ce monde, entre autres. Et on a vraiment opté pour l'expérience du côté des Raiders. Je pense qu'on vise plutôt à mettre une bonne équipe à court terme sur le terrain, à redresser tranquillement la barque pour par la suite peut-être faire une embauche à long terme pour être viable et être compétitif à long terme du côté des Raiders. Moi, je le vois comme ça. Non, je suis d'accord avec toi parce que tu peux pas passer, là, on parle, là, écoute, d'une équipe qui a gagné seulement 4 matchs l'année dernière. Tu peux pas passer d'être aussi mauvais que ça à une participation en éliminatoire, selon moi. Donc, il faut y aller étape par étape. On doit commencer par être bon, par être une équipe professionnelle. Puis là, je pense que c'est ça. Là, avec l'arrivée de Pete Carroll, il l'a dit en Mhm. conférence de presse l'autre fois, il a dit, écoutez, là, j'en ai gagné là, des matchs au cours de ma carrière. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il est au sommet de son art? Possiblement que non. Là. Écoute, comme tu l'as dit, il va avoir 74 ans. Mais quand même, au moins, tu sais qu'avec Pete Carroll, l'équipe va être bien organisée. Là, parce que Exact. lors des dernières années, on pourrait dire lors des 20 dernières années, là, c'est n'importe quoi du côté des Raiders. En fait, il faut remonter à la saison 2002, là, lorsqu'on a gagné le Super Bowl avec John Gruden comme entraîneur-chef. Depuis, là, il n'y a rien ou à peu près qui fonctionne du côté de Vegas, du côté des Raiders. Alors, on espère justement qu'on va stabiliser l'organisation avec l'arrivée de Spytech, l'arrivée également de Pete Carroll et de Tom Brady qui joue le rôle de président au sein des Raiders. Mais on a vraiment été actif, hein, Marc-André, au niveau de la saison morte, au niveau du changement de personnel chez les joueurs. On a changé le visage équipe. Exactement. Et le plus grand arrivage, là, c'est exactement c'est la transaction qui a amené Geno Smith avec les Raiders de Las Vegas. Geno Smith qui retrouve Pete Carroll, qui a passé 4 saisons avec Pete Carroll avec les Seahawks de Seattle. On a également tenté là, de renflouer la ligne à l'attaque avec Alex Kappa. Pas convaincu que c'est un ben, écoute, pas convaincu que c'est un excellent joueur, c'est mon avis. Mais on a essayé de faire des mouvements sur la ligne à l'attaque pour essayer de renforcer cette ligue à l'attaque-là également, Didier, l'année dernière, qui a été quand même assez ordinaire, merci. Écoute, on a repêché Ashton Genty, porteur de ballon exceptionnel. On était la pire équipe. On avait la pire attaque au sol côté des Raiders l'année dernière là, dans la NFL. Donc, on avait vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. Et j'aimerais te lancer avec l'arrivée de Smith, avec l'arrivée de Genty, l'arrivée et l'émergence de Brock Bowers. J'aimerais te lancer sur la question de Elliott Landry qu'on a reçu via Instagram qui demande avec Pete Carroll, justement, Tom Brady et des jeunes comme Bowers et Genty sur le terrain, est-ce qu'on assiste enfin à un vrai virage à Vegas? Je crois que oui, hein. Ben, tout d'abord, merci à Elliot de nous avoir envoyé sa question, mais je crois que oui, pour les raisons que je viens de mentionner. Là. Je pense vraiment qu'on a tenté de stabiliser l'organisation d'abord et avant tout. Tu as parlé de l'arrivée de Geno Smith. Geno Smith a une carrière professionnelle. Est-ce que c'est une meilleure carrière de la Ligue? Est-ce qu'il est dans le top 5? Non, non, il ne l'est pas, mais c'est un bon carrière. Il ne faut pas oublier, à Seattle, ben, c'est Pete Carroll qui avait confiance en lui. Souviens-toi, la première année là, dont on a fait de Geno Smith en carrière partant à Seattle, tout le monde se disait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ça, de faire là, on vient d'échanger à Russell Wilson, puis on va le remplacer par Geno Smith. Mais Carroll, lui, il croyait en Geno Smith. Il a eu raison. C'était la bonne décision. Geno Smith est une carrière solide. L'année dernière, vraiment, la sélection de jeu du côté de l'ancien coordinateur offensif des Seahawks de Seattle, ça ne l'a pas aidé. Là. On délaissait très rapidement le jeu au sol. On misait énormément sur le bras de Geno Smith. Et puis Geno Smith, comme la grande majorité des carrières,
Tu peux pas lui demander de tenter une quarantaine de passes par match, sinon il y a des revirements qui vont arriver avec ça. Mais c'est un bon carrière. Moi, je crois à Geno Smith. Lui, il a toujours cru en lui, même lorsqu'il a été réserviste pendant près d'une décennie. Là. Souviens-toi, on l'avait complètement oublié, Geno Smith. OK? Puis là, il a été en mesure de relancer sa carrière. Il a signé une prolongation de contrat dès son arrivée avec les Raiders. Donc, il a eu une bonne augmentation de salaire. Alors oui, pour répondre à la question d'Eliott, je crois qu'on assiste sur un début de virage du côté des Raiders. La seule chose, c'est l'âge de Pete Carroll. Clairement, Pete Carroll n'est pas là pour le long terme. Là, à 74 ans, là, généralement, les gens sont à la retraite depuis déjà près d'une dizaine d'années, rendus à cet âge-là. Donc, éventuellement, on va devoir trouver un entraîneur-chef. Mais je pense que les changements auxquels on a assisté du côté de l'organisation des Raiders, ça a été pour le mieux. La question de savoir, ça va se transformer en combien de victoires au cours de la saison. On essaie de faire les choses, d'après moi, correctement du côté des Raiders. On a l'air de. Avant ça, ça a été souvent un spectacle au lieu, à tous les niveaux là, de C'est l'organisation. n'importe Parfois, quoi. Ouais. ben, moi, je le dis, OK, je te laisse, vas-y, n'importe quoi. Moi, je n'allais Non, pas non, si fort que ça. on va le dire, c'est n'importe quoi. Mais non, mais c'était un spectacle. Je Mâchons pense pas qu'on nos essaie de mots. faire, on essaie de faire les choses de façon plus méthodique, plus pensée, plus réfléchie, faire les choses correctement. Puis je pense que ça peut amener. Je dis pas qu'à court terme, les Raiders représentent une force sur le terrain, mais je pense qu'à long terme, ça peut être payant. Si on parle maintenant de Ashton Genty, Didier, j'aimerais citer le secondaire Jalen Smith là, qui a dit que quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait d'Ashton Genty, son coéquipier, il a dit, et je cite, Ashton Genty is greatness. Vraiment, on a repêché Ashton Genty. Certains ont dit que c'était peut-être un peu tôt, mais on vient combler un besoin ardent là, du côté des Raiders comme porteur de ballon. L'année dernière, ça a été vraiment catastrophique avec les porteurs de ballon qu'on avait en place, les Alexander Matheson de ce monde et le porteur de ballon dont j'oublie le nom, là, son nom m'échappe, là, qui était vraiment Ah, très Zeus. ordinaire. Hein? Zeus, l'ancien de Georgia, là, son surnom c'était Zeus. J'oublie son nom, là, mais son Ah, surnom c'était Zeus. Mais terrible. en tout cas, il n'y avait rien de fort. Mais bref, on Ce est en gars-là. On train parle de. de. Ouais. On est venu vraiment combler un besoin là, du côté des Raiders. On avait vraiment besoin d'un porteur de ballon. Et pourquoi pas repêcher le meilleur le porteur de ballon qu'on dit générationnel. 2602 verges l'année dernière à Zamir Boise White, State. On c'est dirait lui que que c'est je une erreur. cherchais. Zamir White, Vous- oui, ça commençait par un Z. C'est ça, son surnom c'était Zeus, ouais, Zamir White. Dès le début de la saison, on se disait ouf. On va vraiment y aller avec ça dans le champ arrière. Bref, c'est dans le passé. Le passé n'existe pas, Marc-André. Et dans le présent, on mise sur Ashton Genty. 2602 verges et 29 touchés au sol l'année dernière à Boise State. On dit de lui, c'est un talent générationnel. On va voir. Mais la philosophie, on le sait, là, avec Pete Carroll, on va vouloir courir avec le ballon. Hein. Tu remontes à l'époque de Marshawn Lynch avec les Seahawks de Seattle. Même lorsque Lynch n'était plus là, on continuait de miser sur le jeu au sol. Pete Carroll veut avoir une attaque équilibrée et tu l'as mentionné tout à l'heure, il ne faut pas oublier l'arrivée du coordinateur offensif Chip Kelly. Kelly était à UCLA dans les rangs universitaires et également à Ohio State l'année dernière. Ohio State avait toute une attaque, mais Chip Kelly, la fondation de son attaque, ça a toujours été le jeu au sol. Il veut courir avec le ballon, Chip Kelly. Alors, il n'y a aucun doute que Genty, eh bien, ben, il cadre bien dans la philosophie de Pete Carroll, mais également du coordinateur offensif Chip Kelly. Alors moi, j'ai bien hâte de voir Genty au niveau de la NFL parce qu'encore une fois, un vétéran qui est allé de commentaires et le jeu à son endroit. Les vétérans, généralement, il faut que tu les impressionnes énormément pour qu'ils t'endossent publiquement, puis on le fait du côté des Raiders. Alors ça augure bien pour l'ancien demi à l'attaque de Boise State. Le côté de la ligne à l'attaque, j'ai hâte de voir Ashton Genty derrière cette ligne à l'attaque-là parce qu'on a essayé d'améliorer cette ligne à l'attaque-là qui a été vraiment médiocre, on va le dire, la saison dernière. On a récompensé du côté des Raiders Colton Miller, qui est l'un des bons bloqueurs à gauche. Je pense pas que c'est potentiellement dans le top 10 de la NFL, avec un contrat de 3 ans, une valeur de 66 millions de dollars. Encore là, on s'assure des services d'un de nos bons joueurs à moyen terme. Je pense que c'est une décision judicieuse là, de la part des Raiders. Et qu'est-ce que tu penses de cette ligne à l'attaque-là en 2025, là, Didier?
Ouais, ben, tu as parlé de l'arrivée de Kappa, à la position de garde, Alex Kappa, anciennement des Bengals de Cincinnati. Bon, moi, je me dis toujours, écoute, si les Bengals ne veulent pas toi être un joueur de ligne à l'attaque, la ligne à l'attaque des Bengals, là, tu sais, qui laisse à désirer. Ça reste à voir, non, mais tu fais bien de me poser cette question-là, parce que la ligne offensive des Raiders l'année dernière, en fait, lors des dernières années, ça a vraiment été pitoyable. Pour moi, ma réponse, c'est un point d'interrogation, Marc-André, parce que j'ai besoin de voir cette ligne à l'attaque-là en action cette année afin de la juger, parce que je trouve pas qu'on a apporté énormément de changements à ce niveau-là du côté de Vegas. Et un mot peut-être en terminant sur Brock Bauer. On parlait de talent générationnel, Ashton Genty, mais je pense qu'on a un talent générationnel également à la position d'aller rapprocher. Ça fait des années Ouais. qu'on anticipait l'arrivée de Brock Bowers, là, qui était vraiment la pierre angulaire, qui était l'attaque de Georgia pendant de nombreuses années dans les rangs universitaires. Et vraiment, l'année dernière, l'éclosion a été fabuleuse dans son cas. Et je pense qu'on peut se permettre de rêver. Là. On a vraiment tout un joueur en notre possession du côté des Raiders en attaque. Fait que Il a tout simplement réécrit le livre des records à sa première année Mhm. là, dans la NFL. Il a éclipsé tous les records à la position d'ailier rapproché pour un joueur à cette position recrue. Les records appartenaient à Mike Ditka. Là, ça faisait longtemps que Ditka était détenteur de ces records-là. Là, on parle quoi? Ça avait été établi dans les années 60. Non, j'ai bien hâte de voir l'an 2. La deuxième saison de Brock Bowers, parce qu'il est tellement talentueux. À son gabarit, lorsque tu le vois, observe-le là, lorsque les Raiders jouent, la façon qu'il court ses tracés de passe, ses mouvements sont fluides, comme si c'était un receveur de passe. Mais une chose que j'ai hâte de voir, parce que là, on vient de passer beaucoup de temps à parler de l'attaque, avec raison, peut-être la défense des Raiders, Ouais. Marc-André, parce que Bon, on s'en je peux allait pas là, passer sous Didier. silence. Tu en es là, oui, oui. Écoute, je peux pas passer sous silence à quel point cette défense-là était mauvaise. OK? L'année Il était dernière, surtout l'année blessé. d'avant. Ouais, il était blessé, mais il y avait un manque de talent aussi. Là. C'était pas une bonne unité, là, même en santé. Mais peu importe, on est allé de changement. Là. Tout à l'heure, on a montré le tableau des nouveaux venus. Landon Roberts, rondeur de ligne, anciennement des Steelers de Pittsburgh. Jeremy Chin, également Maroda, il jouait avec Washington la saison dernière. On a amené des vétérans, encore une fois, pour stabiliser. Au sein de l'organisation, j'en ai parlé, là, on a tenté de stabiliser cette organisation-là. Je pense qu'on peut dire la même chose du côté de l'unité défensive de Vegas. On a perdu un gros morceau toutefois il y a quelques semaines. On a libéré Christian Watkins avec toute cette histoire très bizarre, là, extrêmement bizarre. Puis là, on va voir bon, qu'est-ce qui va arriver, étant donné que là, les Raiders veulent pas le payer une partie de son bonus qui restait. On ne demande pas moins que Wilkins. C'est un des meilleurs plaqueurs de la NFL. L'année passée, il a préparé seulement 5 matchs à sa première année avec les Raiders en raison d'une blessure à un pied. Mais je pense vraiment que c'est ça. Là. Le mot d'ordre, c'est qu'on voulait stabiliser l'organisation et la défense du côté des Raiders. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. Au niveau de Wilkins, j'ai hâte de voir qui va prendre la place, le vide laissé par Christian Wilkins. Oui, la ligne défensive, elle a été ravagée l'année dernière. Max Crosby a été blessé. Malcolm Kuntz aussi. On est passé, Didier, de 9e pour les points alloués par match en 2023 à 25e en 2024. Puis tu as parlé de la tertiaire également, des secondaires. Tu as parlé de la présence de vétérans. Je pense que c'est un peu ça la stratégie, des contrats à court terme, des contrats d'un an. Le Oui. secondaire Devin White, tu as parlé de Landon Roberts, tu as parlé de Chin, je peux parler d'Eric Stokes également. Selon moi, ça me dit qu'on on fait les choses lentement, mais correctement. On ne veut pas s'engager à long terme avec des vétérans parce qu'on veut se donner potentiellement plus de flexibilité dans 3 ou 4 ans, quitte à accepter également la pénalité qui va venir avec la libération de Christian Wilkins. Je pense qu'on place nos pions pour avoir une situation viable et avoir de l'argent disponible dans 3 ou 4 ans. Je pense que le fait d'embaucher des vétérans comme ça avec on n'est pas engagé à long terme avec des contrats vraiment à court terme, je pense que ça s'inscrit dans cette lignée-là, cette mentalité-là de bien faire les choses du côté des Raiders. Oui, non, j'aime le plan des Raiders. La seule chose, c'est beaucoup de joueurs qui sont vieillissants. Puis là, qu'est-ce qui va arriver en deuxième moitié de saison? Est-ce que ces joueurs-là vont tenir le coup pendant toute la saison, premièrement? Est-ce qu'ils seront capables d'éviter les blessures? Puis là, est-ce qu'ils vont avoir des sens dans le réservoir lorsqu'on va arriver au mois de novembre,
au mois de décembre. Tout ça, ça reste à voir. Mais écoute, on parle souvent là, d'endosser ce que les équipes font. Moi, j'endosse qu'est-ce que la saison morte des Raiders, là, parce que il fallait stabiliser l'organisation. Je sais que c'est un mot que j'arrête pas de répéter, mais vraiment, là, on devait faire ça du côté des Raiders. Maintenant, on va devoir attendre le début de la saison régulière pour voir si réellement ça va porter fruit sur le terrain au niveau des performances. Ben, justement, est-ce que ça va se transposer en victoire, là, si on regarde le total de victoires, le over-under des Raiders pour cette saison? 7,5 victoires, 7 victoires et demie. Euh, Mon Dieu, moi, personnellement, là, c'est un moins. Je pense que oui, on va peut-être voir une progression, mais on n'aura jamais 8 victoires cette saison du côté des Raiders, là. C'est assez même facile, je te dirais. La ligne ne me pose pas de problème en ce moment là, à parier contre les Raiders à ce niveau-là. Ouais, puis on voit sur le tableau, hein, les Raiders n'ont pas remporté leur division, le titre de division depuis 2002, justement. Ça, c'est l'année de leur dernière conquête du Super Bowl. Je faisais allusion à ça depuis, là, ça va vraiment pas bien du côté de cette organisation-là. Moi, je vais y aller moins. 7 victoires. Tiens, OK, c'est 7,5 l'over-under des Raiders. 6 ou 7 victoires pour les Raiders. Faut pas oublier qu'on a gagné seulement 4 matchs l'année dernière. Ça serait tout de même une amélioration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des doutes du côté de la défense. Si cette défense-là pourra rester en santé en raison de l'ajout de vétérans. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Mais je crois que les Raiders vont être une équipe améliorée. Je ne peux pas voir comment ils ne seraient pas améliorés comparativement à l'année dernière avec l'arrivée de Pete Carroll, Spytek, Geno Smith et bien sûr Ashton Genty et les vétérans en défense. Donc, je vais dire moins, parce que 7,5, je trouve ça un peu élevé là, pour les Raiders, mais ça va être une équipe améliorée, je le crois sincèrement. Et par la bande, là, William Joseph qui nous demandait sur Instagram est-ce que les Raiders ont ce qu'il faut pour participer aux éliminatoires? Ben, si on prend pour acquis qu'on pense qu'ils vont avoir moins de 8 victoires, ben, je te dirais rapidement que la réponse est non. Mais est-ce qu'il y a un univers où on peut voir les Raiders peut-être participer aux éliminatoires pardon, en 2025, Didier? Un univers Non, parallèle? ben d'abord, ouais, ouais, un univers parallèle. Non, je crois pas qu'il y ait une dimension dans laquelle les Raiders en 2025 participent aux éliminatoires. Merci, William, pour ta question. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Là, on en est là du Ah, c'est côté bon ça. des Raiders. Hein, une chose à la fois, là, du côté des Raiders. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, il y a un an, à pareille date, on ne croyait pas que les Commanders allaient participer aux éliminatoires, puis ils ont utilisé une formule similaire à celle des Raiders. Souviens-toi, on avait amené plusieurs vétérans, Bobby Wagner, notamment Eckler. On a amené des vétérans afin de stabiliser l'équipe, mais Jaden Daniels a été éblouissant. Il a été la raison principale pour laquelle on a participé aux éliminatoires. Alors, à moins que Ashton Genty soit la réincarnation je vais dire la réincarnation de Barry Sanders, mais même Barry Sanders, au sommet de son art, les Lions ne participaient pas aux éliminatoires. Donc, ça va prendre plus que ça. On n'est pas encore rendu là, je crois, du côté des Raiders. Mais si on peut voir une amélioration, si on peut aller chercher 7 victoires, ça serait 3 victoires de plus que l'année dernière. Je pense que ça indiquerait que les Raiders vont dans la bonne direction. Et j'ai envie de lancer le segment Fantasy Didier avec la question de Léo Samuel sur Facebook qui nous demandait Salut les gars, ben, tout d'abord, salut Léo. Merci pour ta question. Acheter une Genty à dominer au niveau universitaire, c'était incroyable. J'ai envie de drafter, de repêcher Genty tôt dans mon Fantasy Football cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour votre super podcast. Toujours un plaisir à écouter. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup, Samuel, de ta question. Ashton Genty, ben, si tu veux le repêcher dans ton, je te dirais, dans ton Fantasy Football, mais il va falloir que tu dépenses un choix de première ronde potentiellement parce que Ashton Genty va sortir. Il est classé dans le top 5 à la position de porteur de ballon cette année dans les repêchages et avec raison. C'est un porteur de ballon qu'on dit de 3 essais. Et les attaques au sol de Chip Kelly n'ont jamais terminé plus bas que le 11e rang dans le nombre de portées par saison. Didier t'en a parlé tout à l'heure. Il était premier et troisième là, pour les verges après contact à ces 2 années NCAA. C'est vraiment un porteur de ballon qu'on dit générationnel et je suis confiant qu'Ashton Genty va être une vedette dans la NFL. Il est le porteur de ballon numéro 5 en ce moment, choix de première ronde évidemment. Enfin, lorsque je suis dans une ligue à 12 équipes, lorsqu'on va arriver le 11e, 12e rang, là, qu'on parle du turn, là, que vous avez 2 joueurs assez collés, même successifs dans ce cas-là, j'aime beaucoup mettre
mettre un Nico Collins et un Ashton Genty, je pense que c'est un bon départ au niveau fantasy, même dans les poules de type redraft. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que va donner Ashton Genty au niveau fantasy. Ouais, j'ai hâte de voir ça, hein, parce que il me semble, là, durant les dernières années, les joueurs qui ont été repêchés puis à qui on a donné l'étiquette là, de talent générationnel, ça n'a pas bien été. Moi, c'est Trevor Lawrence là, qui m'a brûlé à ce niveau-là. Là. C'est pour ça maintenant, j'ai peur d'utiliser ce mot-là. Je croyais vraiment que Trevor Lawrence était un talent générationnel. C'est pas ce qu'on a vu. Caleb Williams, on attend, là, c'est juste sa deuxième saison. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec le nouvel entraîneur-chef à Chicago. Je sais, là, je parle de deux carrières, mais quand même, te souviens-tu de Trent Richardson? On Oui. disait que Trent Richardson était Les un Rough Riders espoir de du la calibre Saskatchewan? d'Adrian Peterson. Ben ouais, c'est ça, il s'est rendu à Saskatchewan, écoute. Donc, ça a vraiment pas bien été, là, après son année recrue, le piqué du nez. On ne souhaite pas du tout ça du côté d'Ashton Genty. Écoute, étant donné qu'on a commencé à parler de fantasy football, là, du côté des Raiders, qu'est-ce que tu envisages pour leur nouveau carrière partant, le vétéran Geno Smith? Quart numéro 14 en 2024, Geno Smith. Il est le quart numéro 28 en ce moment. Donc, vraiment une belle aubaine si vous y croyez. Moi, j'y crois. Geno Smith, là, pour moi, c'est le tofu là, de la NFL en cuisine. C'est un gars que des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Ce sera jamais dégueulasse, ce sera jamais exceptionnel. C'est un peu ça. Bien Mais apprêté, manger de la Geno Smith viande, ça peut. serait mieux. Ouais, exact. Comme source de Geno protéines, Smith, manger de la viande, ça serait mieux. Gen- Exactement. Geno Smith peut être utile s'il est bien apprêté, c'est un peu ça que j'essaie de vous dire, mais c'est ça. Il y a des hauts et des bas au cours d'une saison. Faut pas oublier que l'année dernière, elle a été quatrième pour les passes tentées à Seattle. On passait le ballon à outrance. Je pense qu'on a le mentionné depuis le début de notre analyse. Je pense qu'on veut courir davantage avec le ballon. Par contre, 23 points fantasy par match dans ses 10 matchs dans sa carrière à l'intérieur, donc dans un dôme, dans un stade couvert. Et on sait que les Raiders vont jouer leur match à domicile dans les stades couverts. Donc, 12 matchs pour Geno Smith dans les stades couverts seulement cette saison. C'est une statistique vraiment le fun que peut-être que va aider justement Geno Smith à connaître du succès au niveau fantasy. Je veux peut-être vous parler de les rapprocher Brock Bowers en termes de chiffres en terminant. Record de points fantasy pour une recrue à la position d'aller rapprocher l'année dernière, ciblé 153 fois par le carrousel de corps arrière médiocre qu'avaient les Raiders la saison dernière. 112 catchs, 1194 verges. C'est un record, ça aussi, pour une recrue. C'est évidemment le premier à aller rapprocher, repêché dans vos pools fantasy. En ce moment, il est un choix de deuxième ronde. C'est quand même un choix difficile à faire entre un porteur de ballon, un Chase Brown, un Karen Williams, un Josh Jacobs ou des receveurs quand même des T. Higgins de ce monde et de prendre plutôt Brock Bowers. C'est vraiment une décision déchirante souvent en deuxième ronde, en milieu de Hmm. deuxième ronde. Mais je pense que si vous voulez vous assurer des services du meilleur à les rapprocher, et je pense que et de loin, peut-être avec McBride, là, ils vont avoir comme un petit détachement au niveau des deux premiers alliés rapprochés. Je pense que Brock Bowers, le jeu en vaut la chandelle, Didier.